On dit que la pire douleur est infligée par ceux en qui on a le plus confiance. Je pensais que ma femme et moi formions une équipe de rêve, mariés, travaillant dans la même entreprise, construisant une vie côte à côte. Je n'avais aucune idée que cela arriverait. Une soirée tardive au bureau a tout changé. Je croyais que cela n'arrivait que dans les films, et sûrement pas à moi. Mais je me trompais. Ce que j'ai vu à travers la vitre entrebâillée du bureau n'a pas seulement mis fin au mariage, cela a allumé un feu en moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas confronté. J'ai pris la photo, je suis parti, et j'ai discrètement réduit son monde en cendres. Tu veux savoir ce qui se passe quand une personne trahit est trahie? Laisse-moi te raconter cette histoire incroyable, mais d'abord, remontons un peu. J'ai 35 ans, un gars ordinaire originaire d'un coin tranquille de Bretagne. J'ai grandi dans un village où les gens se saluent encore en se croisant sur la route et où tout le monde connaît le nom de ton chien. Je travaille comme coordinateur de projet dans une entreprise moyenne qui fait de la logistique pour de grandes enseignes de distribution. Ce n'est pas glamour, mais c'est stable, et j'ai toujours apprécié ce genre de choses. J'ai rencontré Marie au travail, en fait. Nous avions tous les deux la petite vingtaine. Je venais juste d'être promu, sortant de l'entrepôt pour entrer dans les bureaux, encore en train d'apprendre à nouer une cravate sans regarder une vidéo YouTube, et elle était là, un sourire éclatant, voix assurée, et une confiance qui vous frappait comme une gifle. Elle travaillait aux achats, assise 2 bureaux plus loin, et elle avait le don de transformer même les réunions les plus ennuyeuses en quelque chose qui valait le déplacement. Elle riait à mes blagues nulles avant même qu'elles ne soient drôles. C'est comme ça que j'ai su qu'elle était différente. Tout a commencé par des pauses café. Puis les déjeuners. Puis un week-end randonnée avec quelques collègues qui s'est terminé avec nous deux séparés du groupe, à parler des heures au bord d'un ruisseau. Je crois que c'est ce jour-là que j'ai su. 1 an plus tard, je l'ai demandé en mariage au même endroit, avec une bague bon marché et la main qui tremblait. Elle a dit oui comme si c'était l'évidence même. Nous nous sommes mariés à l'automne, rien d'extravagant, juste les amis proches et la famille dans le jardin de mon oncle. Son père a fait griller des côtes de porc. Ma tante a préparé le gâteau. Nous avons dansé sous des guirlandes lumineuses et bu dans des verres à confiture, et cela ressemblait au début d'un éternel. Pendant 5 ans, nous avons construit une vie. Acheté une petite maison en banlieue de Rennes. Partis en vacances quand nous le pouvions. Ri plus que nous ne nous sommes disputés. Nous travaillions dans la même entreprise, elle est restée aux achats, moi je suis passé à la coordination client. Nous avons même fini sur le même étage. Les gens nous appelaient un couple puissant. Je ne sais pas si c'était vrai, mais nous formions une bonne équipe, du moins sur le papier. Nous faisions la route ensemble le matin, arrêtions à la boulangerie du centre-ville, parlions de nos plans pour la journée. Parfois nous déjeunions ensemble à la cantine ou descendions au food truck de galettes saucisses le jeudi. Nous avions un rythme familier, confortable. Et je pensais que nous étions heureux. Il s'est avéré que j'étais un parfait idiot. Cela s'est passé un mercredi, fin mars. Je me souviens parce que le bureau venait de réapprovisionner les distributeurs automatiques, et c'est toujours le mercredi. Petit détail, je sais, mais il m'est resté. Marie m'a dit qu'elle avait une journée courte, qu'elle partirait vers 18 h. Je lui ai répondu que je travaillerais tard pour finir un rapport pour une présentation client. Ce n'était pas urgent, mais j'aimais prendre de l'avance. Elle m'a embrassé la joue, dit qu'elle me verrait à la maison. Après son départ, le bureau est devenu vraiment calme. Le genre de calme où l'on entend le bourdonnement des néons et le cliquetis de ses propres touches. La plupart des gens étaient partis à 17 h. Peut-être 4 ou 5 d'entre nous étaient encore là vers 18 h 30. Je me suis levé de mon bureau pour m'étirer et j'ai décidé de faire une petite pause, prendre un café, peut-être fouiller mon tiroir pour une de ces barres de céréales racistes que j'oublie toujours. La salle de pause est au bout du couloir, après la salle de réunion et le bureau de Pierre, notre chef de département. Le type est dans l'entreprise depuis 20 ans. Il parle toujours de golf, garde un mini-putting derrière son bureau comme si on était en 1998. En passant devant son bureau, j'ai remarqué que les stores n'étaient pas complètement fermés. Juste inclinés assez pour que je voie à travers les lamelles. C'est là que je les ai vus. Marie. Et Pierre. Elle était assise sur son bureau, les jambes qui se balançaient légèrement, comme si elle attendait qu'on vienne la chercher à l'école. Sa main à lui était sur sa taille. La sienne sur son épaule. Il riait de quelque chose, la tête proche. Puis elle s'est penchée et l'a embrassé.
Et il l'a embrassée en retour. Pas un bisou rapide. Pas quelque chose d'innocent. Le genre de baiser qui vous retourne l'estomac parce que vous l'avez déjà ressenti et que vous pensiez qu'il vous appartenait. Je suis juste resté là. Figé. Mon souffle s'est coincé quelque part entre ma poitrine et ma gorge. Mon pouls cognait comme un marteau dans mes oreilles. J'aurais dû débouler, hurler, renverser son bureau. Je voulais. Mon Dieu, je voulais. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai pris une photo. Une seule. Ça a suffi. Le visage de Marie était légèrement tourné, éclairé par la lueur douce de son écran. Sa main effleurait son col. Ses yeux à lui étaient fermés comme s'il la savourait. Il ne fallait pas être un génie pour comprendre ce qui se passait. J'ai reculé lentement, le plus silencieusement possible, comme si un mouvement trop rapide allait me réveiller et que je réaliserais que c'était un cauchemar tordu. Je ne me souviens pas d'être revenu à mon bureau. Je ne me souviens même pas de m'être assis. Mais la seconde d'après, je fixais le rapport sur mon écran, et aucun mot n'avait de sens. J'ai regardé autour de la pièce. Les mêmes néons vacillants. La même pile de dossiers au bord de mon bureau. La même photo de Marie et moi de notre 3e anniversaire, posée contre mon pot à crayon. Elle portait cette écharpe rouge qu'elle adorait. Je souriais comme un idiot. Et maintenant ce sourire ressemblait à une blague. Je n'ai rien dit à personne. Je n'ai pas fait de scène. J'ai juste pris ma veste, fourré le cadre photo dans mon sac comme une chose mourante à laquelle je ne pouvais pas renoncer, et je suis parti. Tout ce que je voyais, c'était le visage de Marie. Ce même visage que j'embrassais chaque matin avant le travail. Ce même rire dont j'étais tombé amoureux au bord d'un ruisseau. Sauf que maintenant, il n'était plus à moi. Et comme ça, quelque chose en moi s'est brisé. Par deux. Quand les portes de l'ascenseur se sont refermées derrière moi, j'ai eu l'impression qu'elle scellait un chapitre de ma vie, un chapitre que je n'avais pas prévu de terminer. Je suis resté là, à fixer les chiffres qui s'allumaient en descendant. 10, 9, 8. Mon reflet dans le panneau chromé ressemblait à un étranger. Quelqu'un qui venait de prendre un coup de poing et n'avait pas encore repris son souffle. Dehors, le parking était calme. Un vent doux faisait rouler des feuilles mortes sur le bitume. Je suis monté dans ma voiture, me suis glissé derrière le volant, et je suis resté assis là. Les deux mains serrées sur le volant comme si c'était la seule chose qui me tenait encore debout. Je suis sûrement resté comme ça un moment, à fixer droit devant. Le genre de regard qui ne se focalise sur rien, comme si le cerveau était trop plein pour traiter ce que les yeux voient. L'habitacle sentait l'arbre magique que j'avais acheté la semaine dernière et le café que j'avais renversé ce matin. Des choses normales, mais plus rien ne l'était. J'ai fini par démarrer. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était étrangement clair. Je n'étais pas perdu. Je ne me demandais pas pourquoi. J'avais vu ce que j'avais vu. Ça suffisait. Je n'avais pas besoin de lui demander, ni de creuser davantage. Il n'y avait plus de mystère. Juste une décision à prendre. Et elle m'est venue simple et calme, je ne reste pas. Quand je me suis garé dans l'allée, je savais déjà ce que j'allais faire. La lumière du Porsche était allumée, comme toujours. Les pots de fleurs qu'elle avait disposés le week-end dernier étaient encore sur les marches, l'un d'eux déjà un peu fané parce qu'elle avait oublié de l'arroser. Je suis resté un moment dans la voiture éteinte, à regarder la maison qui était censée être notre foyer, notre pour toujours. Elle ne ressemblait plus à un foyer. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas fait de bruit. Je ne voulais pas qu'elle sache que j'étais là. La maison était silencieuse quand je suis entré. Juste le ronronnement discret du frigo et le tic-tac de l'ancienne horloge murale dans le salon. Son sac était sur le comptoir, ses chaussures près de la porte comme d'habitude. L'odeur de la bougie qu'elle avait allumée tout à l'heure, sûrement celle à la vanille sucrée qu'elle aimait, flottait encore dans l'air. Je suis allé dans le couloir comme un automate. J'ai ouvert le placard, pris le vieux sac de sport vert que j'utilisais pour les week-ends. Je n'ai pas allumé la lumière dans la chambre. Je me suis déplacé dans l'espace, prenant ce dont j'avais besoin et rien de plus. Quelques jeans. Des t-shirts. Un sweat. Des chaussettes. Des sous-vêtements. Mes affaires de toilette dans le tiroir. Mon ordinateur et son chargeur sur le bureau. La boîte avec mon passeport et mon acte de naissance. Je n'ai pas traîné, mais je ne me suis pas précipité non plus.
Chaque fois que je passais devant quelque chose à elle, ses flacons de parfum, ses chaussons sous le lit, cette tasse ébréchée qu'elle utilisait tous les matins, c'était comme un coup dans les côtes. Pas assez pour me mettre à terre. Juste assez pour me rappeler ce que j'avais perdu. Il y avait une photo sur la commode. Une de nous deux il y a quelques années, au bord de la mer à Saint-Malo. Elle portait ce chapeau mou ridicule qu'elle trouvait mignon, et j'étais brûlé par le soleil en souriant comme un bonnet. Je l'ai prise, fixée longuement, puis reposée face contre le bois. J'ai voulu enlever mon alliance et réaliser que je l'avais déjà fait dans la voiture. Elle était dans le porte-gobelet depuis que j'avais quitté le bureau. Je ne voulais pas la voir. Ni crier, ni entendre des excuses, ni la laisser tout ordre en quelque chose que ce n'était pas. J'en avais assez vu. Ma confiance n'était pas juste fissurée, elle était pulvérisée. Elle avait fait son choix dans ce bureau. Et maintenant je faisais le mien. Je suis allé à la cuisine, ouvert le tiroir où l'on rangeait les stylos et les bouts de papier, et j'ai écrit la seule chose qu'il me restait à dire. Ne me contacte pas. Je n'ai pas signé. Je n'ai pas écrit son nom. Je l'ai juste posé sur la table de la cuisine, à côté de l'alliance. Je ne l'ai pas arrangé de façon théâtrale. Je l'ai laissé là comme on laisse ses clés avant un long voyage. Je suis resté une seconde, les mains posées sur le bord de la table, à jeter un dernier regard à la vie que nous avions construite ensemble. Tout était encore là, sa veste sur le dossier de la chaise, notre liste de courses sur le frigo, ce bol décoratif qu'elle avait acheté au marché et qui ne contenait jamais rien d'autre que de la poussière. Mais ce n'était plus à moi. J'ai pris mon sac et je suis sorti par la porte d'entrée. Je ne l'ai pas verrouillé. Je ne l'ai pas claqué. Je l'ai juste tiré derrière moi et je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Les étoiles étaient visibles. Je ne les avais pas remarquées depuis longtemps. Elles paraissaient différentes maintenant. J'ai jeté mon sac à l'arrière de la voiture, je suis monté, et j'ai démarré. En sortant de l'allée, je n'ai pas regardé la maison. Pas une seule fois. Je savais que si je le faisais, ça pourrait me briser. Et je n'allais pas me briser, pas pour elle, pas pour ça. La route devant moi était longue et sombre, et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas de carte. Mais j'avais une direction. Loin. Ça suffisait. Par 3. Je me suis garé sur le parking de l'immeuble de Lucas vers minuit passé. Le trajet avait été long et silencieux. Je n'ai pas allumé la radio une seule fois. Juste le bruit des pneus sur la chaussée et le ronronnement discret du moteur pour me tenir compagnie. Je repassais tout en boucle dans ma tête les stores, le baiser, sa main sur sa poitrine comme si elle était chez elle. Lucas habitait au 2e étage d'un immeuble en briques un peu fatigué en périphérie de Rennes. Nous étions meilleurs amis depuis la fac, colocataires pendant 4 ans, partageant des bières bon marché, des pizzas mauvaises, et des histoires que nous n'avons jamais racontées à personne d'autre. C'est le genre de mec qui sait quand blaguer et quand se taire. Cette nuit-là, il n'a pas dit un mot quand je suis apparu à sa porte avec un sac de sport et un regard qui devait tout dire. Il a juste ouvert, s'est écarté, et m'a tendu une bière fraîche. Quoi que ce soit, a-t-il dit, on va s'en sortir. C'est pour ça qu'il est mon meilleur ami depuis toutes ces années. Il n'a pas posé de questions, n'a pas insisté. Il m'a juste laissé m'asseoir sur son vieux canapé usé, enlever mes chaussures, et fixer la télé muette pendant que le ventilateur au plafond grinçait au-dessus de nous. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire cette nuit-là. Je ne pouvais pas. C'était encore trop vif. Comme si le dire à voix haute allait le rendre encore plus réel. Mais je lui en ai dit assez. Il s'est adossé dans son fauteuil et a laissé échapper un sifflement bas. Mec. C'est grave. Oui. Ça l'était. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas râlé. Je suis juste resté là, tenant la bouteille, regardant la condensation couler sur le verre comme le temps qui file. Le lendemain matin, j'étais debout tôt. J'avais à peine dormi, juste allongé sur le canapé lit bancal de Lucas, à fixer le plafond, à penser à ce qui venait ensuite. Je n'étais pas le genre de mec à aimer le chaos. J'aimais l'ordre. Les listes. Les plans. Quand la vie déraillait, je me mettais au travail. Alors je me suis levé, rasé, mis une chemise propre, et j'ai appelé un avocat. Je avais son numéro depuis des années, quand j'avais aidé mon cousin pour une garde d'enfants. Je me souvenais qu'il était direct, sans chichi. Il s'appelait Maître Bertrand. Cabinet en centre-ville. Quand je l'ai appelé, il a décroché à la 2e sonnerie, et quand je lui ai dit que je voulais divorcer,
sa voix n'a pas changé d'un ton. Venez à midi, a-t-il dit. Apportez votre pièce d'identité et tous les documents que vous avez. On commence. Lucas a proposé de venir avec moi, mais je lui ai dit que je devais le faire seul. Le cabinet de Bertrand était petit mais propre. Mobilier en bois sombre, fauteuil en cuir qui craquait un peu quand on s'asseyait. Il portait un costume gris et des lunettes carrées et avait l'air de ne pas avoir souri depuis 1998. Mais il était efficace, posait les bonnes questions, et ne perdait pas de temps en bavardage. « Je suppose que vous voulez aller vite » a-t-il dit en tapant pendant que je parlais. « Oui. Très vite. »« Des enfants ? » ?»« Non. »« Compte commun ? » ?»« Oui. »« Compte courant, épargne, une carte bancaire. »« La maison est à mon nom. » Il a hoché la tête et continué à taper. « Vous voulez mentionner des motifs particuliers, ou juste divergences irréconciliables ? » J'ai pensé à tout lui raconter. Le bureau. Les stores. La façon dont elle l'embrassait comme si je n'existais pas. Mais je ne l'ai pas fait. Divergence irréconciliable, ai-je dit. Parce qu'au fond, peu importait ce qui s'était passé. Ce qui comptait, c'est que j'en avais fini. Bertrand m'a expliqué la procédure dépôt, signification, délai obligatoire. Il m'a dit à quoi m'attendre et quoi éviter. Il n'a rien édulcoré, et j'ai apprécié ça. Avant de partir, je lui ai demandé pour les comptes bancaires. Vous pouvez commencer à séparer les biens dès maintenant, a-t-il dit. Transférez votre part avant qu'elle ne se rende compte. Mais ne videz rien complètement. Ça fait mauvais effet au tribunal. J'ai hoché la tête. Je ne cherchais pas à la détruire, je voulais juste sortir. Proprement. Sans lien. Cette nuit-là, j'ai ouvert un nouveau compte dans une autre banque, une qu'elle ne connaissait pas. J'ai transféré la moitié de notre épargne commune et ce qui restait de mon salaire de la semaine dernière. Changé tous mes mots de passe. Gelé la carte bancaire. Commandé une nouvelle carte pour moi et laissé la sienne active pour l'instant. Juste assez de cordes. Lucas m'a prêté son ordinateur pour tout faire et m'a assuré un endroit tranquille où crécher. Il a même cuisiné spaghettis à l'ail et pain à l'ail, comme on faisait à la fac quand on était trop fauché pour autre chose. On se croirait revenu à la fac, a-t-il dit avec un sourire. Sauf qu'à l'époque, le pire souci c'était de savoir si on avait encore de la sauce piquante. Il a ri. Tu vas t'en sortir, mec. Je ne lui ai pas répondu. Pas parce que je n'y croyais pas mais parce que je n'étais pas sûr d'en avoir encore envie. Les jours suivants, je suis resté discret. Téléphone éteint. Pas vérifier les mails. Pas regarder les messages. Je me disais qu'elle allait commencer à se demander où j'étais, peut-être même s'inquiéter. Mais je m'en fichais. J'en avais fini de jouer le rôle du mari fiable qui pardonnait toujours, réparait toujours, essayait toujours. Cette fois, je n'essayais plus. Chaque matin je faisais une liste de ce qu'il fallait faire à banque, assurance, la retirer des contacts d'urgence, transférer les factures à son nom si elles étaient partagées. Morceau par morceau, je commençais à démonter la vie que nous avions construite. Ça ressemblait à démonter des meubles qu'on avait montés ensemble, calmement et méthodiquement, pour les remballer définitivement. Je ne lui ai pas laissé la chance de me convaincre. C'est ce qu'elle aurait fait de pleurer, s'excuser, peut-être même nier. Me dire que j'avais mal compris. Que c'était juste un moment, rien de sérieux. Mais je n'étais pas intéressé à entendre quoi que ce soit. Elle ne le méritait pas. Ce n'était plus une discussion. C'était une conclusion. Le vendredi, Bertrand avait les papiers de divorce prêts. Ils étaient propres et professionnels, rien de dramatique, aucune accusation. Juste les faits. Nous étions mariés. Nous ne l'étions plus. Je les ai signés sans hésiter, la plume ne tremblant même pas. Il m'a demandé comment je voulais qu'il soit remis. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Cette nuit-là, j'étais sur le balcon de Lucas avec une bière à la main, regardant les réverbères s'allumer. Je n'avais pas encore dit à mes parents. Je n'avais dit à personne sauf Lucas. Tout ça pesait encore lourd dans ma poitrine, comme un poids qui vous empêche de respirer pleinement. Mais en même temps, quelque chose d'autre grandissait sous la surface. La clarté. Je ne savais pas à quoi ressemblait l'avenir. Je n'avais pas de grand plan ou de vision de ma vie après le divorce. Mais je savais une chose avec certitude. Je n'étais plus à elle.
Et c'était le début de tout. Par 4. Elle a dû comprendre que quelque chose n'allait pas dès qu'elle a franchi la porte et vu le mot. Il n'était ni long ni émouvant. Juste une courte phrase écrite à l'encre noire, posée sur la table de la cuisine à côté de mon alliance. Ne me contacte pas. C'était tout. Pas d'explication. Pas de supplication. Pas d'accusation. Juste un message qu'elle ne pouvait pas ignorer et un anneau qui autrefois signifiait quelque chose. Je l'imagine rester planté là un moment, à le fixer, probablement à repasser en boucle chaque moment des derniers jours. Les appels sans réponse. L'allée vide. Le silence. Et elle savait. Au fond d'elle, elle savait exactement pourquoi j'étais parti. Pourtant, connaissant Marie comme je la connaissais ou croyais la connaître, elle s'est sûrement dit que c'était une erreur. Que j'avais mal compris. Qu'elle pouvait arranger ça. Qu'il lui restait du temps. Mais à ce moment-là, j'étais déjà loin. J'avais pris 2 semaines de congé personnel le matin suivant. Personne n'a posé de questions. J'avais les jours de côté, et je n'étais pas du genre à prendre souvent des pauses. La DRH a juste hoché la tête et modifié dans le système. Point. Marie, elle, est arrivée au bureau le lendemain matin en pensant que tout était normal. Elle s'attendait sûrement à me voir à mon poste peut-être un peu distant, peut-être besoin de parler, mais quand même là. Fiable. Pardonneur. Son mari. À la place, elle n'a vu qu'une chaise vide, mon ordinateur éteint, ma tasse à café disparue. La plaque avec mon nom toujours au coin du bureau, mais aucune trace de moi. Et c'est là que les murmures ont commencé. Les collègues de l'étage n'étaient pas idiots. Ils savaient que quelque chose clochait. On ne disparaît pas du jour au lendemain sans que ça se remarque. Marie a d'abord essayé de faire comme si de rien n'était. Je l'imagine bien, passant la tête dans quelques bureaux avec son sourire répété, demandant si quelqu'un m'avait vu. Il disait qu'il bossait tard sur le dossier client. Je suis parti avant lui. J'essaie de le joindre, mais je crois qu'il a un problème de réseau. Mais l'histoire ne tenait pas. Pas quand on a su que j'avais pris des congés. Pas quand personne ne m'avait vu ni eu de nouvelles depuis la veille au soir. Et pas quand elle est rentrée et a vu ce que j'avais laissé. Pourtant, elle a continué à faire comme si elle ne comprenait pas. Lucas m'a montré les messages qu'elle lui avait envoyés. Elle cherchait clairement des infos. Je ne sais pas ce qui se passe. Il a laissé son alliance, mais n'a rien dit. S'il te plaît, j'ai besoin de lui parler. Lucas, c'est une erreur. Il a mal compris quelque chose. Tu peux juste lui dire de me parler? Lucas n'a pas répondu. Il m'a montré les textos pendant qu'on était sur son balcon ce soir-là, à boire des bières tandis que le ciel passait de l'orange au bleu. Elle s'effondre, a-t-il dit. Elle essaie tous les numéros possibles. Elle m'a même envoyé un mail pro ce matin. Laisse-la tourner en rond, ai-je dit. Parce que la vérité, c'est que je ne lui devais rien pas après ce que j'avais vu. Pourtant, elle n'a pas lâché. J'ai entendu qu'elle arrêtait les gens dans les couloirs au bureau, cherchant n'importe quelle réponse. Un gars d'IT m'a envoyé un message en privé, disant qu'elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Yeux rouges, nerveuse. Plus du tout la femme composée et polie qu'elle montrait au monde. Je suppose que c'est ce qui arrive quand les mensonges vous rattrapent. Ce qui a circulé vite dans l'entreprise, ce n'était pas l'alliance ou le mot. C'était l'absence. Les gens n'arrivaient pas à comprendre, et le fait de ne pas savoir rendait ça pire. Marie n'a dit la vérité à personne, bien sûr que non. Elle disait que j'avais besoin d'espace. Que je traversais quelque chose de personnel. Que je reviendrais bientôt. Mais elle savait que non. L'alliance lui disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Nous n'étions pas juste en dispute. Je ne décompressais pas ou ne prenais pas du recul. J'en avais fini. Je l'avais rendu parfaitement clair en enlevant cette alliance et en la posant à côté des 5 mots qu'elle ne pourrait pas contourner. Cette semaine a dû lui sembler interminable. Chaque jour, entrer au bureau, passer devant mon bureau vide, esquiver les regards curieux, et essayer de tenir la même version. Elle espérait sûrement que je la contacterais avant que la vérité ne sorte au grand jour. Mais la vérité était déjà là, dans le silence. Dans la façon dont j'avais disparu sans un mot. Dans l'espace que j'avais laissé. 7 jours plus tard, le coup suivant est tombé. Bertrand a fait envoyer les papiers de divorce par coursier à la maison. Enveloppe blanche toute simple.
propre, officiel. Juste son nom tapé soigneusement devant. Pas d'adresse d'expéditeur dramatique. Juste la documentation froide du mariage qu'elle avait jeté. Je l'imagine les ramasser, peut-être en espérant une lettre ou une carte, un rameau d'olivier, un appel émotionnel désordonné. Mais quand elle a ouvert et vu ma signature en bas, les papiers qui prononçaient la fin, il n'y avait plus de place pour le déni. Il n'y avait pas de mot cette fois. Plus rien à dire. Le mot était déjà sur la table. Elle a dû rester au milieu de cette cuisine, tenant les papiers d'une main et regardant le mot de l'autre. C'est là que ça a vraiment dû la frapper. Pas quand je suis parti. Pas quand je n'ai pas répondu. Mais quand le silence est devenu permanent. C'était le moment où elle comprendrait que ce n'était pas une dispute. Pas une phase. Pas quelque chose à réparer. C'était fini. Et aucune explication ne pourrait effacer ce qu'elle avait fait. Par 5. Il n'a pas fallu longtemps après l'arrivée des papiers de divorce pour que Marie craque. Elle a dû ouvrir cette enveloppe en pensant à un PV ou un courrier d'assurance, peut-être même une lettre d'amour d'un mari temporairement silencieux. Mais ce qu'elle a eu, c'est une rupture nette et légale. Ma signature en bas, sans question, sans supplication. Juste une fin. Elle ne l'a pas bien pris. Les appels ont commencé ce soir-là. Pas de son numéro, je l'avais déjà bloqué, mais de numéros inconnus. Indicatifs différents, sûrement des applications jetables ou les téléphones de collègues. Elle devait être assise sur le canapé, à essayer de contourner mon mur. Je n'ai répondu à aucun. Je regardais l'écran s'allumer, vibrer, s'éteindre, puis s'allumer encore. Comme regarder un feu prendre lentement, attendre de voir s'il allait s'éteindre seul ou exploser. Puis sont venus les mais. Les objets disaient, « S'il te plaît parle-moi, je ne comprends pas ». Quelques-uns étaient vides. Juste son nom et rien d'autre, comme si ça devait suffire à me briser. Je ne les ai pas ouverts. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement ce qu'elle allait dire. Entre tout ça, elle est devenue assez désespérée pour recontacter Lucas. Ça m'a tout dit. Il m'a montré le message pendant qu'on était sur sa terrasse arrière à faire griller des merguez. Je me souviens que le soleil venait de se coucher derrière la clôture, enveloppant tout d'une douce lueur orangée. Elle m'a encore écrit, a-t-il dit en me tendant son téléphone comme s'il venait de s'allumer. J'ai lu le message une fois. Juste un court paragraphe, rien de dramatique. Lucas, s'il te plaît. Je sais qu'il est chez toi. J'ai besoin de lui parler. Il a mal compris quelque chose. Je peux expliquer. S'il te plaît. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement prévisible. Comme sur des rails. Marie détestait perdre le contrôle. Et c'était la première fois dans toute notre relation qu'elle ne tenait plus les rênes. Elle ne passera pas, ai-je dit en lui rendant le téléphone. Lucas n'a pas insisté. Il a juste hoché la tête et retourné les merguez. Ce week-end-là, j'ai eu des nouvelles d'une ancienne amie commune, Sophie. Elle travaillait autrefois avec Marie, mais elle et moi nous étions toujours bien entendus. Elle ne prenait pas parti, elle essayait juste de comprendre ce qui se passait. Marie dit qu'il y a une erreur, a-t-elle dit au téléphone. Elle raconte aux gens que tu as mal compris quelque chose. Que tu as eu une mauvaise idée. Je n'ai rien dit pendant une seconde. Elle dit ce que j'ai mal compris, ai-je demandé. Non. Juste qu'elle peut expliquer. Bien sûr qu'elle pouvait. Marie avait toujours une explication. Elle pouvait sortir d'un orage en vous faisant croire qu'il faisait beau. Elle avait cette façon de faire croire les gens même quand le ciel tombait derrière elle. Mais pas cette fois. Pas besoin, ai-je dit. Elle a fait son choix. Sophie a soupiré. Elle est en vrac, Ben. Elle pleure au travail, ne mange plus. Elle dit que tu es cruel. Elle dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Ça m'a fait réfléchir. Cruel. Ça m'est resté. Elle pensait que j'étais cruel. Après ce que j'avais vu, après ce qu'elle avait fait, c'était moi qui étais injuste? C'est ça qui m'a le plus atteint. Pas la trahison. Pas même les mensonges qui l'avaient sûrement précédé. Mais l'idée que, d'une certaine façon, j'étais le méchant dans son histoire. Comme si disparaître était pire que le moment où je l'ai vu sur le bureau de notre patron, les bras autour de lui comme si elle n'avait jamais eu personne d'autre dans sa vie. Marie a dû passer en mode manipulation totale après ça.
J'ai eu des nouvelles de quelques personnes les jours suivants et des gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire, juste que j'étais parti et qu'elle s'effondrait. Elle dit que tu es parti sans prévenir. Elle dit que tu traverses quelque chose de personnel. Elle dit que tu fais peut-être une sorte de crise. Ça m'a fait rire franchement. Si s'éloigner d'une femme qui vous a trahi était une crise, alors peut-être que plus d'hommes devraient en faire. Elle réécrivait l'histoire, petit à petit. Effaçant les parties où elle s'était fait prendre, ajoutant celles où elle était l'épouse blessée, abandonnée par un homme qui avait perdu la tête. Mais je n'étais pas hors de contrôle. J'étais enfin de retour aux commandes. Chaque jour qui passait, elle essayait autre chose. Je l'avais bloquée partout, alors elle a commencé à utiliser de vieux comptes, elle m'a même contacté sur une application de musique partagée qu'on n'avait pas touchée depuis des années. Elle a envoyé une recommandation de playlist intitulée « Pour nous ». C'était triste, honnêtement. Je suis resté là à regarder les chansons qu'elle avait choisies. Des ballades d'amour, des vieux tubes, une qu'on avait dansée pour notre 2e anniversaire. Elle pensait sûrement que ça allait remuer quelque chose en moi. Que j'allais écouter le refrain, devenir émotif, et revenir en rampant. Mais je n'ai pas cliqué. J'ai fermé l'appli, supprimé de mon téléphone, et continué ma journée. Il n'y avait plus de « nous ». Juste elle dans le déni, et moi qui avais fini de faire semblant. Elle disait à ses amis qu'on pouvait réparer. Que si je lui parlais juste, elle pourrait tout expliquer. Que ce n'était pas ce que ça avait l'air. Mais je savais mieux que ça. C'était exactement ce que ça avait l'air. Et plus que ça, c'était suffisant. Les gens pensent que la trahison est un grand moment bruyant, une confession dramatique ou une dispute hurlante ou quelque chose qu'on voit au cinéma. Mais pour moi, c'était silencieux. C'était le léger clic des stores qui tournent juste assez. La façon dont elle s'est penchée, familière et naturelle. Le bruit de mon propre souffle qui se bloque dans ma gorge. Et le silence qui a suivi quand je n'ai pas dit un mot. Le déni de Marie n'était pas surprenant. Elle avait toujours supplié la réalité à son goût. Mais cette fois, la vérité était trop solide. Trop réelle. Je n'avais pas besoin d'excuses. Je n'avais pas besoin de closure. J'avais mieux. La liberté. Par 6. Quelques jours après l'arrivée des papiers de divorce, l'avis d'expulsion a suivi. Ce n'était pas une surprise. Je savais qu'il allait venir, je l'avais déposé. Calmement. Via Bertrand. Juste des papiers, juste la procédure. Pas de théâtre, pas de dispute sur le perron. Je ne voulais pas de drame. Je voulais juste qu'elle parte. La maison était à mon nom. Ça l'avait toujours été. Quand nous nous sommes mariés, Marie a emménagé chez moi. À l'époque, je lui avais proposé de l'ajouter à l'acte. Elle avait dit que ce n'était pas nécessaire. Tu gères la maison, je gère l'épargne, m'avait-elle dit. Sur le moment, je pensais qu'on se partageait juste les responsabilités comme une équipe. Il s'est avéré que c'était l'une des décisions légales les plus intelligentes que j'ai jamais prises. Donc une fois la procédure de divorce lancée et qu'elle refusait de partir, j'ai pris l'étape logique suivante. L'expulsion était officielle, signifiée correctement, validée par le tribunal. Je ne l'ai pas fait pour la punir. Je l'ai fait parce que je n'allais pas partager un toit avec quelqu'un qui m'avait trahi de la pire façon. La maison gardait nos souvenirs, bien sûr les matins du dimanche, les barbecues dans le jardin, les soirées films sur le canapé, mais elle avait maintenant autre chose. Le fantôme de ce que j'avais vu derrière les stores du bureau de Pierre. Et aucune couche de peinture ni bonnes intentions n'allait jamais effacer ça. Lucas et moi regardions un match quand Bertrand a appelé pour dire qu'elle avait été signifiée. Elle l'a reçu, a-t-il dit. Je suppose que ton téléphone va s'allumer bientôt. Il n'avait pas tort. D'abord un appel masqué. Puis un autre. Puis une demande de message via une vieille appli commune dont j'avais oublié l'existence. Puis le téléphone de Lucas a vibré. Je n'ai répondu à aucun. Je n'étais pas froid pour le plaisir. Je n'essayais pas de la blesser. Mais j'avais pris une décision, et je n'allais pas me laisser ramener dans quelque chose dont j'avais toutes les raisons de m'éloigner. D'après ce que Lucas m'a raconté, dès qu'elle a vu la vie, Marie a perdu pied. Elle l'a appelé en larmes, divagant, disant que ce n'était pas juste. Que je ne pouvais pas la mettre dehors comme ça. Qu'elle n'avait nulle part où aller. Elle a même dit qu'elle ne comprenait pas comment je pouvais faire quelque chose d'aussi, sans cœur. Ce mot encore.
Sans cœur. La femme qui s'était installée sur le bureau de notre patron et l'avait embrassé comme si elle n'avait pas de mari me traitait de sans cœur. Je n'ai pas répondu. Pas une fois. Pas même quand elle a laissé un message vocal sur le téléphone de Lucas cette nuit-là, demandant si je pouvais au moins lui laisser du temps pour parler, expliquer, arranger les choses. Elle ne demandait pas par amour. Elle paniquait. Et c'est ça qui m'a rendu encore plus sûr j'avais fait le bon choix. Marie avait toujours été calculatrice, polie, impeccable. Elle planifiait sa vie comme une checklist. Mais maintenant le sol sous ses pieds s'était enfin fissuré. L'image qu'elle avait construite s'effritait, et aucun charme ni manipulation ne pouvait la rafistoler. Elle n'avait jamais pensé que je partirais. C'est ça le truc, quand quelqu'un pense vous avoir cerné, il arrête d'essayer. Il commence à croire qu'il peut plier les choses à sa façon et que vous suivrez comme d'habitude. Mais je n'étais plus l'homme qui excusait ses retards ou passait l'éponge sur la distance dans son regard. Je n'étais plus le mari qui s'excusait quand elle devenait froide et se blâmait de « trop travailler ». Cet homme-là était parti. Et elle était en train de le réaliser enfin. Lucas m'a dit qu'elle avait essayé de passer chez lui un après-midi. Elle a frappé 2 fois, mais il n'a pas ouvert. Il est juste resté sur le canapé avec moi et a attendu qu'elle parte. Elle s'effondre, a-t-il dit en regardant sa voiture s'éloigner. Je sais, ai-je répondu. Elle n'arrête pas de dire qu'elle ne comprend pas comment tu peux faire ça. Je l'ai vu avec lui, Lucas. Voilà comment. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de cogner ou d'écrire une lettre dramatique. L'avis d'expulsion disait tout ce que je ne pouvais pas. Tu as cassé ça. Tu n'as plus le droit d'y vivre. Bertrand m'a dit qu'elle pouvait contester l'expulsion si elle voulait. Que parfois les conjoints essaient de compliquer les choses, de traîner en justice. Elle n'a encore rien déposé, a-t-il dit. Si elle est maline, elle ne le fera pas. Et elle ne l'a pas fait. Je pense qu'au fond, elle savait qu'elle n'avait aucun argument. Elle pouvait dire que c'était injuste, cruel, mais les papiers se fichaient des sentiments. Le nom sur l'acte était le mien. L'alliance était partie. Le mot était toujours sur la table de la cuisine. Ce week-end-là, je suis passé devant la maison. Je ne me suis pas arrêté. Je n'en suis pas sorti. Juste roulé assez lentement pour voir que les lumières étaient éteintes et que le porche était vide. Les pots de fleurs étaient toujours sur les marches, l'un renversé. Je l'imaginais à l'intérieur, entouré de tout ce qu'on avait acheté ensemble, à essayer de savoir ce qui lui appartenait encore. La vérité, c'est que plus rien ne l'était. Elle avait allumé l'incendie. Je l'ai juste laissé consumer. Chaque fois qu'elle appelait, chaque fois qu'elle envoyait un message, ça facilitait les choses. Le désespoir dans sa voix, la façon dont elle passait de la colère aux supplications aux reproches, ça ne faisait que confirmer que je faisais bien. Il n'y avait pas de vraie excuse. Pas de prise de responsabilité. Juste la panique. Juste la peur que son monde s'écroule. Et il s'écroulait. Par 7. J'ai regardé l'horloge passer minuit le dernier jour de mes 2 semaines de congé. Ça ne semblait rien de spécial. J'étais sur le balcon de Lucas, une bière à la main, à écouter 2 ou 3 rats musqués se disputer une poubelle de l'autre côté du parking. L'air était frais, et le quartier était calme. Paisible d'une façon que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai baissé les yeux sur mon téléphone. Mail déjà rédigé. Lettre de démission, simple et nette. Pas de drame. Pas de pont brûlé dans les flammes. Juste une ligne tracée d'une main ferme. Mais je ne m'arrêtais pas là. J'y pensais depuis la première nuit ce que j'avais vu à travers les stores du bureau, ce que ça signifiait, pas juste pour moi, mais pour l'entreprise. Pierre n'était pas juste mon chef de département. C'était un responsable. Quelqu'un en qui on était censé avoir confiance. Et Marie, eh bien, elle jouait bien son rôle. Toujours polie, toujours affûtée en réunion, toujours souriante comme si elle n'avait rien à cacher. Mais je savais mieux. Alors j'ai ajouté une pièce jointe au mail avant d'appuyer sur envoyer. La photo. Celle que j'avais prise cette nuit-là, elle perchée sur le bord de son bureau, penchée, sa main à lui sur sa taille, la sienne sur sa poitrine. Éclairée par l'écran, encadrée par ses stores à demi fermés, comme un portrait tordu. Je n'ai pas ajouté de message. Je ne l'ai pas expliqué. J'ai juste envoyé le mail avec ma lettre de démission à la DRH, Madame Leclerc.
Elle était dans l'entreprise depuis des années, droite et professionnelle. Sans chichi. Si quelqu'un allait bien gérer ça, c'était elle. J'ai appuyé sur envoyer, fermé l'ordinateur, et me suis adossé dans ma chaise. Voilà. Je n'y travaillais plus. Je ne leur devais rien. Je ne lui devais rien. Lucas m'a regardé depuis son siège de l'autre côté du balcon. C'est fait? Ouais, ai-je dit. C'est fait. Le lendemain matin, les retombées ont commencé. Madame Leclerc m'a appelé juste après 9 heures. Sa voix était raide, contrôlée, mais je sentais quelque chose derrière. Du choc, peut-être. Ou de la déception. Elle m'a remercié pour mes services, pris note de la démission, et m'a informé que l'image jointe avait été reçue et serait examinée conformément à la politique de l'entreprise. C'était tout ce qu'elle a dit. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je n'avais pas besoin de compte-rendu détaillé. Je savais comment fonctionnaient les ragots de bureau. Et je connaissais notre entreprise. Les gens n'étaient pas parfaits, mais il y avait une ligne claire pour les relations personnelles et les dynamiques de pouvoir. Pierre qui franchissait cette ligne surtout avec une subordonnée allait lui coûter cher. À Marie aussi. Vous voyez, ce n'est pas juste ce qu'ils ont fait derrière des portes fermées. C'est qu'ils ont menti là-dessus. Prétendu être ce qu'ils n'étaient pas. Agi comme si les règles ne s'appliquaient pas à eux. Ce genre de choses détruit la confiance vite. Pas juste la mienne, mais celle de l'entreprise aussi. Je suis resté au radar quelques jours, juste à laisser la poussière retomber. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que les gens commencent à me contacter. Collègues. Anciens collègues. Même quelques personnes avec qui je parlais à peine là-bas. Ça a commencé par des murmures. Mec, c'est vrai? J'ai entendu pour Pierre et Marie. Tout le monde devient fou. Tu as vraiment démissionné? Puis ça s'est amplifié. Un gars, Antoine, il était au service informatique, m'a appelé de nulle part. Mec, tout l'étage en parle. Les RH ont convoqué une réunion ce matin. Ils disent qu'ils mènent une enquête formelle. Pas de nom, mais tout le monde sait. Je n'ai pas dit grand-chose. Je l'ai juste laissé parler. Marie est absente depuis 2 jours, a-t-il continué. Pierre aussi. On dit qu'ils sont en congé, mais soyons réalistes. Tu as secoué le nid de guêpe. Non. Je ne l'ai pas secoué. J'ai juste parti et les ai laissés gérer la ruche qu'ils avaient construite. À la fin de la semaine, on a su que Marie et Pierre avaient été mis en congé administratif en attente d'examens supplémentaires. C'était du langage d'entreprise pour « on prépare les papiers avant de les virer ». Je n'y suis jamais retourné dans ce bâtiment. Jamais récupéré les bibelots de mon bureau. La photo de moi et mon père à la pêche, le presse-papier que Marie m'avait offert pour mon anniversaire, le bloc-notes à moitié utilisé rempli de notes de réunion. Plus rien n'avait d'importance. Madame Leclerc m'a envoyé un avis RH officiel confirmant ma démission et me remerciant pour mes années de service. Elle n'a pas mentionné la photo. Pas besoin. 2 semaines plus tard, j'ai eu un nouveau message d'Antoine. Ils sont partis, a-t-il dit. Les deux. Virés. Un communiqué officiel? Non. Juste des départs discrets. Leur bureau vidé pendant le week-end. La plaque de Pierre a disparu. Le poste de Marie est vide. Comme s'il n'avait jamais existé. J'ai hoché la tête pour moi-même, même s'il ne pouvait pas me voir. C'est généralement comme ça que ça finit. Pas avec un éclat. Avec une équipe de nettoyage et quelques cartons. Apparemment, la direction voulait faire un exemple. Pas à cause de moi. Pas par grande morale. Mais parce que ce genre de choses tue le moral. Quand ceux du haut commencent à traiter les règles comme des suggestions, ça se répercute dans toute l'entreprise. On ne peut pas avoir des responsables qui fricotent en cachette avec le personnel et attendre que le reste de l'entreprise fasse confiance au système. Je n'ai pas célébré quand j'ai appris. Je n'ai pas souri ni levé le poing ni ouvert une bouteille. Ce n'était pas une revanche. C'était la paix. Et maintenant, je l'avais. L'entreprise a tourné la page. Embauché des remplaçants. Envoyé des déclarations génériques. Dit qu'ils étaient engagés pour un environnement de travail respectueux et professionnel. Le discours habituel. Pour Marie, j'ai entendu via des connaissances qu'elle avait essayé de se battre. Dit que ce n'était pas ce que ça semblait.
prétendu que c'était un malentendu. Mais les RH avaient la photo. Ils avaient les eurodatages, les logs d'accès, tout ce qu'il fallait. Et une fois qu'ils ont creusé, je suppose que connecter les points n'a pas été dur. Pierre? Aucune idée de ce qu'il est devenu. Dernière nouvelle, il essayait de trouver une mission de consultant. Bonne chance. Les nouvelles vont vite, surtout dans notre secteur. Et moi? J'ai tourné la page. Plus de réunions gênantes. Plus de s'asseoir en face de quelqu'un qui faisait semblant que tout allait bien. Plus de faux sourires dans l'ascenseur. Juste de l'air frais. Plus de boulot, plus de bureau, mais pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer à nouveau. C'est drôle comme une seule photo à un moment calme capturé à travers un store entrouvert peut tout changer. Pas juste mon mariage. Pas juste mon travail. Mais moi. Je n'étais plus l'homme que j'avais été. Et c'était la meilleure partie. Par 8. Je me doutais qu'elle finirait par essayer de me trouver. Marie n'était pas du genre à lâcher facilement, surtout quand elle ne pouvait pas contrôler la faim. Après les papiers de divorce, l'expulsion, les licenciements après que tout s'est effondré, elle a disparu un moment. Plus d'appels, plus de messages. Juste le silence. J'ai pensé que peut-être elle avait enfin accepté. Que, pour une fois, elle avait compris le message et passé à autre chose. Mais j'aurais dû mieux la connaître. Une nuit, environ un mois après que la poussière s'était à peu près posée, j'étais dans l'appartement de Lucas, à zapper les chaînes sans vraiment regarder. L'endroit était calme, juste le ronronnement discret du frigo et le passage occasionnel d'une voiture dehors. Puis on a frappé à la porte. Un coup ferme. Pas impatient, mais décidé. Je n'attendais personne. Lucas était parti pour le week-end chez sa famille, et je n'avais dit à personne d'autre où je crêchais. Je me suis levé, le cœur battant un peu plus fort que d'habitude. Appelons ça l'instinct. Je suis allé ouvrir. Et elle était là. Marie. Les cheveux un peu plus en désordre que d'habitude, un sweat trop grand sur elle. Les yeux rougis, comme si elle n'avait pas dormi ou peut-être pleuré. Elle semblait plus petite, comme si le poids de tout ce qu'elle avait perdu la comprimait enfin. « S'il te plaît » a-t-elle dit, la voix tremblante. « Écoute-moi juste. » Il fut un temps où j'aurais fondu en la voyant comme ça. Un temps où je l'aurais tirée à l'intérieur, lui aurais dit qu'on allait s'en sortir, que tout irait bien. Mais plus maintenant. Je suis resté là, tenant la porte, la regardant droit dans les yeux sans ciller. « Tu as fait ton choix, ai-je dit, calme et plat. Assume-le maintenant. » Elle a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, peut-être argumenté, peut-être supplié, mais je ne lui ai pas laissé l'occasion. J'ai fermé la porte. Pas claqué. Juste fermé. Silencieux. Définitif. Je suis resté une seconde, la main encore sur la poignée, à écouter. Je pensais qu'elle allait refrapper. Peut-être crier quelque chose à travers la porte. Mais non. J'ai entendu le froissement de ses pas, puis le silence, puis le clic distant de talons qui s'éloignaient dans le couloir. Je suis retourné au canapé, me suis assis, et j'ai laissé échapper un long souffle. C'était la dernière trace d'elle qui planait encore au-dessus de moi. Le dernier fil. Elle m'avait retrouvé d'une façon ou d'une autre, sûrement engagé quelqu'un. Ça ne m'aurait pas surpris. Marie avait toujours ses méthodes. Toujours pensé qu'elle pouvait tout arranger avec le bon plan, les bons mots, le bon angle. Mais ça, ce n'était pas réparable. J'avais déjà fait le deuil de ce qu'on avait eu. Déjà affronté la trahison. Déjà fait la paix. C'était elle qui courait encore après des fantômes. Et à cet instant, assis avec la télé qui clignotait en fond, j'ai réalisé quelque chose qui m'a surpris, je n'étais plus en colère. Par 9. Je n'ai pas juste survécu à ce qui s'est passé avec Marie, j'en suis sorti plus affûté, plus léger, et plus sûr de moi que jamais. Une fois la poussière retombée, Lucas et moi nous sommes lancés dans une idée qu'on balançait depuis des années. À la fac, on blaguait toujours sur le fait de monter notre boîte un jour, pas de patron, pas de costard, juste du bon travail et des deals honnêtes. Alors on l'a fait. Une petite société de conseil en logistique et opération. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste de l'aide intelligente et efficace pour les entreprises qui avaient besoin de remettre leur système d'aplomb. On a commencé dans le garage de Lucas, ordi sur des tables pliantes, tableau blanc contre les murs. Mais le bouche à oreille a vite fonctionné,
et en quelques mois on avait un vrai bureau. À la fin de l'année, on embauchait notre premier salarié à temps plein. Ça faisait du bien. Honnête. Quelque chose construit de mes propres mains. Le meilleur? Je me réveillais chaque jour sans se ne serrer dans la poitrine. Plus besoin de faire semblant que tout allait bien à la maison. Plus à me demander si on me mentait avec un sourire. Juste du ciel clair et un avenir en lequel je pouvais vraiment croire. J'ai rencontré quelqu'un aussi. Ce n'était pas forcé. Je ne cherchais pas. Ça s'est fait naturellement via un client local qu'on aidait. Elle s'appelle Émilie. Elle tient sa propre boutique de fleurs et a un labrador noir qui essaie de tout manger. Émilie est gentille. Stable. Vrai. Pas de jeu, pas de masque. Elle a écouté quand je lui ai parlé de ce que j'avais traversé. N'a pas bronché, n'a pas insisté. Juste restée là, calme et silencieuse, comme si rien ne lui faisait peur. C'est comme ça que j'ai su qu'elle était différente. On a pris notre temps. Café, balade au bord de la Vilaine, petite discussion qui devenait longue. Elle m'a refait rire. Ce rire profond qui vient du ventre, pas le poli qu'on sort juste pour passer la journée. Pour Marie? Je ne sais pas exactement où elle a fini. J'ai arrêté de vérifier. Mais j'ai entendu via une connaissance qu'elle avait déménagé en dehors de la région un moment. Essayer de repartir de zéro. Drôle comme ça marche, on casse quelque chose et on fuit les morceaux, en pensant qu'ils ne vous suivront pas. Mais ils suivent. Je suis sûr qu'à l'heure qu'il est, elle a compris le prix complet de ce qu'elle a fait. Et le pire pour elle? Ça n'a pas été bruyant ni chaotique. Ça a été silencieux. Je n'ai pas ragé, pas hurlé, j'ai juste parti. Et ce silence a tout dit. Elle a jeté un bonhomme. Une bonne vie. Pourquoi? Quelques moments de ce qu'elle pensait manquer? Sa plus grosse erreur. Ma meilleure décision. Et maintenant? Maintenant je vis simplement. Pour moi. Pour l'avenir. Pour quelque chose de vrai. Et je ne me suis jamais senti aussi vivant. Partagez votre avis dans les commentaires, était-ce suffisant de laisser la bague et le mot, ou aurait-il dû en dire davantage? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-la.